Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler du Grand Prix de Misano. Quel début de course nous avons eu. C'était assez spectaculaire, c'était très beau à voir, très palpitant, des dépassements, des changements de leader. Il y avait de tout dans ce début de course. La fin était un petit peu plus calme, mais en tout cas, j'espère que vous avez pu profiter de ce week-end. Les Italiens ont quand même pris tarif. La VR46 s'est quand même fait, je dirais pas humilié, mais attention quand même, on n'en est pas loin, mais c'est quand même fait pulvériser par les Espagnols. Jorge Martin dans la course sprint, Marc Marquez dans la course principale. Parlons de tout ça dans cette vidéo. C'est parti, commençons malheureusement, parce que là, c'est encore une fois presque pas mérité, mais commençons tout de même par Honda. On est sans doute sur le meilleur résultat de la saison pour la marque japonaise, malgré le fait que les deux pilotes furent absents. Oui, ils étaient tous absents en fait. Toute l'écurie principale, Honda Repsol, était absente le dimanche. Marini malade, Juan Mir malade tout le week-end. Donc ça, c'est un coup dur pour Honda. Mais c'est vrai qu'ils ont pu se reposer, qu'ils ont pu admirer la performance des pilotes LCR, Nakagami, Zarco, Stéphane Bradl, tous dans les points, 12e, 13e, 14e, sans doute le meilleur résultat pour Honda ici à Misano. Alors oui, ils ont profité de la très mauvaise stratégie de certaines personnes, mais ils ont eu déjà l'intelligence et la capacité de rester sur leur roue dans des conditions difficiles. Oui, on peut dire qu'il y a eu des chutes, oui, on peut dire qu'ils ont été aidés par plein d'événements, certes, mais en attendant, ils ne sont pas tombés. Ils n'ont pas fait d'erreur stratégique, ils sont restés dans les points, ils ont eu le rythme. Et premier point pour Bradl, Zarco qui continue de bien performer avec cette Honda. Bien performer est un grand mot, mais de performer plus que les autres pilotes avec cette Honda. Et Nakagami qui vient marquer quelques points. À part ça, je n'ai absolument rien d'autre à dire parce que vous le savez, les améliorations n'étaient pas encore là. Il y a eu les tests de Misano juste après qui se sont déroulés avec les améliorations. Donc là, c'est vrai, à Misano pour Honda, c'est terminé parce que j'ai rien d'autre à dire. Mais un grand bravo aux deux pilotes LCR et au pilote test Stéphane Bradl pour ses points en championnat du monde et pour ce bon résultat dans une course pas facile tout de même. Passons maintenant à ceux qui sont dans une difficulté. C'est assez terrible, c'est franchement assez terrible quand on revoit le début de la saison avec Espargaro, avec Viñales. On peut se dire, ok, ça a l'air plutôt pas mal, ça se débrouille bien, même si c'est vrai que Ducati a sécurisé 7 podiums pendant une bonne partie de la saison et que c'est de retour aujourd'hui, mais ça on en parle juste après. Aprilia est dans une passe catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire la situation de la marque italienne. Heureusement que Miguel Oliveira aujourd'hui va réussir encore une fois à être le premier pilote Aprilia dans ces conditions difficiles. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a pas de grippe, que ce soit à l'avant, à l'arrière, aucune possibilité pour Aprilia, quel que soit le pilote, de faire fonctionner correctement les pneumatiques, alors que l'année dernière, ils avaient été très bons sur ce circuit, alors que certains des pilotes normalement se débrouillent très bien ici à Misano, on le sait, Oliveira avait déjà fait de belles performances sur ce circuit. Et bien encore une fois, cette fois-ci avec la Aprilia, impossible de performer, aucun grip. Et le problème, c'est pas juste qu'il n'y a pas de grip, c'est que personne n'arrive à trouver une solution, ni d'où vient le problème, ni pourquoi ça arrive maintenant. Donc voilà, là les ingénieurs, les pilotes, les mécaniciens, tout le monde est en plein questionnement au sein de la marque italienne parce que il n'y a rien à faire, personne ne trouve vraiment les différents réglages. Alors à Misano, il a été testé de changer la répartition des masses un peu sur la moto, voir si on pouvait mettre plus d'appui à l'arrière, plus d'appui à l'avant pour essayer de trouver du grip, changer un petit peu les réglages du châssis, les réglages moteurs pour essayer de changer quelque chose. Certaines choses ont été trouvées, d'autres non, mais en tout cas, on est toujours dans une impasse chez Aprilia vis-à-vis du grip. Donc, c'est le problème principal. Miguel Oliveira qui vient prendre cette 11e place. Et sinon, aucun autre pilote Aprilia dans les points aujourd'hui à Misano. On peut dire que c'est une catastrophe. Je pense qu'on peut le dire, qu'on peut se le permettre. Mais en tout cas, bravo à Oliveira qui minimise un peu la casse dans cette situation difficile. Même si les autres, en fait, derrière, ils ont tenté en voyant qu'ils étaient derrière la stratégie flag to flag, en allant changer de moto. Forcément, il n'y avait absolument rien d'autre à faire pour essayer de gratter quelques points. Donc, bien joué à eux. Malheureusement, ça s'est avéré être la mauvaise stratégie. Passons à Yamaha qui fait encore une fois un très beau week-end. Enfin, Quartararo fait un très beau week-end en tout cas.
Et vous le voyez, ça va assez vite pour les deux premiers constructeurs parce que c'est un petit peu un résumé similaire à celui d'Aragon. On retrouve les mêmes problèmes chez Aprilia. La Honda n'avait pas forcément beaucoup évolué aujourd'hui. Donc c'est vrai que je n'ai pas plus de choses à dire que ça vu que c'est un copier-coller quasiment de ce qui s'est passé il y a une semaine. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs le BRK d'Aragon, il est par là. Il est dans la description en tout cas si vous le voulez. Passons à Yamaha qui, eux, pour le coup, avaient amené des upgrades avant le Grand Prix, notamment au niveau du châssis. Vous le savez, c'est devenu le point faible de la Yamaha alors qu'il y a quelques années, c'était son plus grand point fort. Cette année, la Yamaha est difficile à inscrire en virage, elle est difficile à faire pivoter, à faire tourner, à faire changer d'angle. C'est le plus gros problème de cette moto. Ça devient vite physique, ça devient vite compliqué, on est moins précis avec cette moto. Et c'est pour ça que les pilotes galèrent à garder un bon rythme. Et aussi, on peut se dire, elle a un problème sur les tours qualificatifs. C'est-à-dire que exploiter 100% du pneumatique et la performance maximale de la moto, eh bien, la performance maximale de la moto, elle est vite atteinte, mais on ne peut pas exploiter 100% des pneumatiques car la performance maximale n'est pas hyper élevée, n'est pas hyper haute et les pilotes peuvent pousser tout ce qu'ils peuvent. La moto ne suit pas. Donc voilà, cette fois-ci, à Misano, nouveau châssis, nouveau réglage, pas mal de choses comme ça, nouvelle aérodynamique sur la bulle avant. Donc ça, c'était très intéressant et on a vu des progrès. Alex Rins a été satisfait. Il disait qu'il faut encore faire quelques progrès. Il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il trouve les bons réglages. Fabio Quartararo en Q2, comme je l'ai dit dans la vidéo de samedi. Très bon Quartararo le vendredi. Bon tour qualif le samedi qui le place plutôt bien, on va dire, sur la grille de départ. Mais ensuite, parlons de sa course principale. Derrière les leaders, alors il n'avait pas le rythme pur du top 3, du top 5 même, j'ai envie de vous dire. Il avait peut-être le rythme de la 5e, 6e, 7e place et encore la 5e, on voit que c'est un petit peu plus compliqué, mais il était parfaitement à sa place. Alors oui, il a joué avec les conditions de piste. Oui, il a su rester sur sa moto. Oui, il a su rattraper au moment où ça s'est un petit peu battu devant lui quand il a commencé à pleuvoir et tout ça. Mais c'était très bien joué de la part de Fabio Quartararo. On a eu une belle course de gestion. On a eu un gros rythme de sa part. On a vu qu'il était capable de suivre des pilotes comme Marco Bezzecchi, Jack Miller qui était plutôt en forme sur ce week-end. Et ça, gros point positif, il faut le souligner parce que on voit quand même quelques améliorations chez Yamaha. On voit aussi que Fabio Quartararo, là, il déballe tout son talent, tout son bagage technique pour piloter cette YZR M1. Et franchement, un grand bravo à lui parce qu'on comparé à Alex Rins, bon, ok, Alex Rins, erreur de stratégie, Alex Rins était un peu plus loin, compliqué, les pneus wet et tout ça, pourquoi pas. Mais on voit quand même que le rythme est sidérant comparé à Alex Rins. Très bonne gestion de la part de Fabio Quartararo. J'ai pas grand chose d'autre à dire finalement. Je vous ai dit, il y a eu des upgrades. Elles ont quand même pas mal fonctionné. Les pilotes étaient satisfaits, même s'il reste beaucoup de travail à apporter pour arriver à chercher le rythme KTM Aprilia, même si Aprilia c'est un peu compliqué, mais c'est un peu différent. Il faut encore travailler, mais ça fait plaisir de voir Yamaha de retour dans le top 10 assez facilement, entre guillemets, grâce à son pilote Fabio Quartararo. Donc voilà, je voulais juste souligner ce point positif. Après, c'est vrai que la course de Quartararo fut plutôt calme, quelques bons dépassements. Au moment où ça a séché, il a commencé à suivre le rythme et il a réussi tout de même à suivre les autres pilotes, même si on a vu que c'était un peu plus compliqué sur une piste beaucoup plus normale, entre guillemets. Donc voilà, un grand bravo encore une fois. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Dites-moi ce que vous avez pensé du week-end de Quartararo, qui est quand même vraiment très bon pour le coup. Passons au week-end de KTM. Et alors là, c'est vrai que c'est un week-end un peu en dents de scie. On a eu de très belles choses, on a eu des choses un peu plus dommages, on a eu de la tristesse, de la casse, on a eu ça surtout. Malheureusement, Pedro Acosta qui part à la faute. Alors, c'est assez étrange, c'est assez normal aussi, j'ai envie de vous dire qu'il parte à la faute dans ces conditions. Pedro Acosta ne va pas tomber à cause de la pluie, Pedro Acosta ne va pas tomber à cause de la stratégie, Pedro Acosta à quoi que ce soit. Non, Pedro Acosta va tomber suite à un contact avec Franco Morbidelli où il va perdre son aileron. Après, on le voit, ça devient beaucoup plus compliqué, notamment dans ce secteur 3 avec l'enchaînement ultra rapide où forcément la moto est déséquilibrée sur l'avant et là où on a besoin de beaucoup d'appui pour que l'avant de la moto soit scotché au sol et soit dirigeable en fait pour la moto. Et là, forcément, avec une moto instable sur l'avant et qui apporte beaucoup moins d'appui, eh bien la moto devient beaucoup plus compliquée à piloter, à inscrire en virage, notamment quand il faut suivre une trajectoire très serrée à plus de 250 km/h dans un virage. Forcément, ça devient un petit peu plus compliqué.
Donc voilà, Pedro Acosta a eu de la difficulté. Alors après le contact sur Morbidelli, la suite des choses, comment ça s'est passé, il peut pas faire grand chose de plus. Le contact sur Morbidelli, petite faute peut-être de sa part dans le sens où, oui, il va plonger à l'intérieur du virage numéro 4 Rio, mais il ne plonge pas totalement. Soit tu relâches un petit peu plus les freins pour te mettre à la hauteur de Morbidelli parce que c'était le but de base, hein, il était vraiment juste derrière. Soit tu relâches un petit peu, mais c'est vrai que là, il faut avoir confiance en l'avant, il faut être bien placé, il faut avoir la bonne position, être parfaitement placé parce que à la moindre erreur de dosage sur le frein avant, on peut vite perdre la moto. Et en même temps, est-ce que si on est là, faut pas essayer de le faire parce qu'on l'a vu là, il a freiné tout ce qu'il pouvait. Il y a contact à la fin, forcément Morbidelli qui laisse pas du tout d'espace. Lui pour le coup, il fait sa course, il fait sa trajectoire et il se referme sur Pedro Acosta. J'ai pas d'autre chose à dire. C'est un incident de course. Pedro Acosta aurait peut-être pu faire autrement parce que là effectivement il n'y a pas à être là, il met sa roue avant sur la trajectoire de Franco Morbidelli alors que lui ne le voit pas forcément et en plus il fait sa course. Donc je pense c'est sûr que c'est plus une erreur de Pedro Acosta, évitable, mais ce n'est pas très grave. C'est juste un peu dommage pour son championnat, hein. C'est des gros points de perdu. Ça avait l'air d'être un circuit où il se débrouillait vraiment bien au vu de la course sprint et au vu de la qualification. Donc c'est un petit peu dommage sur ce point-là, surtout que le départ était pas mauvais aujourd'hui. Voilà, fin pour Pedro Acosta, j'ai pas d'autre chose à dire. Petite chute après, forcément, cet enchaînement raté dans le secteur 3, c'est normal, c'est pas très grave. Et après, impossible de rattraper, même s'il n'a pas fini dernier. Et ça, c'est à souligner. Si Pedro Acosta ne finit pas dernier avec une chute et un changement de moto, enfin 2 changements de moto, il n'en est pas loin. Par contre, les 2 pilotes officiels, eux, ont fait une très bonne course, notamment au moment de l'arrivée de la pluie. Forcément, Jack Miller, Brad Binder, des maîtres en la matière, très très bon dans les conditions difficiles, très très bon dans les conditions changeantes. On le sait, Jack Miller, on se rappelle de sa victoire au Mans. C'était juste sensationnel et là on l'a vu, dès que la pluie est arrivée, Miller s'est transformé, Miller a suivi Marc Marquez, Miller a su dépasser absolument tout le monde et dans tous les virages, dans tout type de conditions, dans tout type de position. Incroyable, très bon Jack Miller. Alors c'est vrai que quand la piste a commencé à sécher, les gouttes de pluie ont disparu, le rythme est clairement remonté pour les autres pilotes, sauf pour Jack Miller qui a un petit peu baissé en classement petit à petit, qui même se fait doubler par Quartararo à la fin. Mais pour le coup, Brad Binder, c'est l'inverse. Il a eu un peu de difficulté sous la pluie, même si on a vu que c'était pas le pire de ses pilotes. Mais en tout cas, il a su, après ça, reprendre du rythme, reprendre en confiance et exploiter la KTM à 100% pour aller chercher un super top 4. Donc là, encore une fois, bravo Brad Binder qui enchaîne quelques courses avec de très bons résultats. Alors, il manque le podium, certes, mais c'est mieux, je trouve. Il y a ce petit quelque chose en plus qu'on n'avait pas forcément en ce début, milieu de saison qui me décevait énormément. Et ce genre de résultats face aux Ducati qui sont quand même injouables, notamment quand il y a toute la VR46 sur le circuit à Misano, eh bien, moi, ça me satisfait quand même grandement. Donc, bravo Brad Binder. Va falloir chercher un petit peu plus, mais là, KTM va apporter des améliorations, donc ça va être fait. Mais le pilote en lui-même, je ne pense pas qu'il puisse faire beaucoup mieux en termes de performance. Donc moi, ça me régale. Passons à Ducati. Vous n'êtes pas content, triplé, voilà la phrase que nous a sorti Ducati aujourd'hui. Si Aragon, les triplés avaient été cassés par Pedro Acosta après une série de 7 ou 8 podiums consécutifs 100% Ducati, eh bien cette fois-ci, à Misano, c'est le retour de Ducati, c'est le retour de tous les pilotes, des GP24, de Marc Marquez, back-to-back, double victoire pour Marc Marquez. On parle de tout ça, mais avant tout, parlons des 4 pilotes Ducati qui ont fait un bon week-end dans l'ensemble. Di Giannantonio, encore blessé, pas à 100%, vous le savez, mais il termine dans le top 10, donc à souligner. Bezzecchi qui nous fait une première ligne, une course sprint, bon, très mauvaise, mais c'est dommage, et une bonne course principale pour le coup à souligner. Donc Marco Bezzecchi, Alex Marquez qui nous fait un bon week-end dans l'ensemble, et Franco Morbidelli. Alors, très bonne qualif, podium en course sprint, et malheureusement, à l'arrivée de la pluie, Franco Morbidelli va venir chuter, perdre l'avant dans le T1. Une erreur toute bête, toute banale, enfin toute bête. Dans ces conditions-là, avec cette vitesse-là, est-ce qu'on peut dire que c'est tout bête? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une erreur alors que la piste s'humidifie un petit peu, il y avait des gouttes de pluie et tout. Forcément, il fallait faire très attention dans ces conditions. Et Morbidelli qui part à la faute.
Mais bon, ces 4 pilotes-là ont tous eu un bon passage dans le week-end, ont tous eu de bons moments. C'est à souligner, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Passons au top 4 Ducati qui nous a fait rêver. Et forcément, comment ne pas parler de Jorge Martin, Jorge Martin, comme vous voulez. Ah là là, la stratégie de Jorge Martin. Alors moi, vous le voyez, j'étais sur mon lit en train de regarder la course tranquillement, d'analyser tout ça. Et je vois Martin box. Et je me dis, non, fallait pas faire ça, fallait pas. Mais en même temps, je suis sur mon canapé. Qui suis-je pour dire, fallait pas, je le savais, après la course, tout ça. Bon, je ne suis personne. Je ne suis pas sur une moto à 200 km/h en train de dire, est-ce que c'est mouillé, est-ce que c'est pas mouillé avec des pneus slick. Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on est Jorge Martin, on n'a rien à perdre au championnat. On a plus de 20 points d'avance sur notre principal rival. On voit qu'il ne boxe pas, qu'il connaît le circuit par cœur. Il est là tous les 2 jours. Il a dû rouler sur ce circuit dans toutes les conditions possibles et inimaginables. Pourquoi Jorge Martin va boxe à ce moment-là? C'est vrai que c'est la question que je me pose. Alors oui, il ne peut pas voir si les gens de derrière ils boxent, mais dans un sens, ton principal rival est juste devant toi. Au pire du pire, tu le suis, tu galères un petit peu et s'il rentre un tour plus tard, tu rentres avec lui. Mais là, c'est vrai que ça ressemble plus à un coup du tout pour le tout, il reste 2 courses, j'ai 50 points de retard, il faut absolument que je mette une claque au championnat maintenant, ou alors c'est complètement fini pour moi. Ça ressemblait plus à ça plutôt qu'un move d'un gars qui est en tête du championnat assez confortablement et qui n'a absolument rien à gagner à faire ça. Donc voilà, après c'est vrai que tout le monde aurait dit mais c'est un génie exceptionnel, l'analyse de Jorge Martin, et j'aurais peut-être fait ça aussi si il avait plu beaucoup plus fort juste après. Mais bon, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Dites-moi ce que vous auriez fait à sa place. Est-ce que vous auriez box? Est-ce que vous pensez que c'était la bonne solution? Bon, après avoir regardé la course, bien sûr, c'était pas la bonne solution. Mais on pouvait se dire sur le moment, peut-être certains s'étaient dit « Oh, incroyable, j'aurais fait pareil, tout ça ». Mais c'est vrai que là, ça fait tâche et c'est dommage parce qu'il vient quand même concrétiser un petit point, chercher un petit point à la 15e position. D'ailleurs, c'était marrant de le voir derrière Fabio Quartararo pendant toute la course. Mais c'est vrai que là, ça fait un grand coup au championnat. Il perd beaucoup de points. C'est pas bêtement, j'ai pas envie de dire bêtement parce que c'était osé, fallait le tenter, c'était intéressant comme stratégie alternative. Mais c'était trop osé pour la situation dans laquelle il était, je trouve. Passons au top 3 qui nous fait encore rêver. C'est pas compliqué. Quand c'est pas Martin, c'est Bastianini, Marquez, Bagnaia. Quand c'est pas Bastianini, c'est Martin, Marquez, Bagnaia. Quand c'est pas Bagnaia, vous avez compris, c'est tout le temps les mêmes 4 sur le podium. Nouveau podium 100% Ducati. Et là, les Italiens se font avoir encore une fois par un Espagnol, que ce soit pas un sprint ou pas la course principale. L'Espagne a vraiment rayonné en terre ennemie, en Italie, sur les terres de Valentino Rossi. Donc bon, parlons de la course de Bastianini, c'était le seul des 3 premiers à ne pas avoir un pneu médium à l'arrière, c'est-à-dire il est parti avec un soft à l'arrière, donc compliqué en fin de course, on l'a vu, le rythme s'est un petit peu effondré, mais bonne course, on l'a vu aussi avoir des difficultés dans la partie où il y avait de la pluie pendant le moment flag to flag. Mais bon, Enea Bastianini s'en est tout de même bien sorti, mais c'est vrai qu'il lui manque ce petit truc en plus. Il lui manque ce petit truc pour aller chercher, pourquoi pas un championnat. Alors cette année, ça me paraît compliqué parce qu'il lui manque vraiment quelque chose depuis le début de la saison. Mais bon, pourquoi pas aller chercher un top 3 parce que là, c'est vrai qu'il repasse encore une fois 4e au championnat du monde face à Marc Marquez qui a été hors norme, mais ça, on en parle maintenant. Le duo de tête, le duo qui nous a tenu en haleine à peu près tout le week-end, Bagnaia Marquez. Alors forcément, on a eu des belles choses. Un Francesco Bagnaia qui s'est fait un petit peu humilier sur ses terres forcément parce que bon, le week-end de Bagnaia en même temps, il est très bon. Il est très bon dans le sens où 2e place en course sprint, 2e place en course principale, pole position. Il n'y a pas grand-chose à redire en termes de résultats purs. Mais c'est vrai que quand on regarde sur ces terres, on pouvait se dire il était imbattable. C'est ce que je pensais. Mais la pluie est venue un petit peu chambouler tout ça. J'ai pas grand chose de plus à dire sur le week-end de Francesco Bagnaia dans le sens où c'est un week-end complet, il n'y a quasiment pas d'erreur. Alors oui, pendant le moment de la pluie, c'était compliqué. En même temps, il était devant. Mais bon, il se fait après doubler par la bête, par le féroce, le monstre, le géant, le titan, Marc Marquez. Exceptionnel encore une fois sur cette course. Si à Aragon c'était exceptionnel dans un certain sens de domination, cette fois-ci c'était exceptionnel dans un sens d'adaptation. C'est vraiment l'un des meilleurs pilotes de l'histoire dans les changements de conditions, dans la manière de s'adapter à une moto, à des nouvelles conditions, à la piste. Donc franchement, Marc Marquez a été
très très bon sur cette course principale et après avoir pris le risque de doubler Francesco Bagnaia dans les conditions un peu plus difficiles, même si ça se calmait. Parce que oui, quand vous êtes premier dans ce type de conditions, eh bien la piste, vous ne savez pas comment elle est. Peut-être qu'il a plu à l'autre bout du circuit, vous n'en savez rien et quand vous allez repasser, ce sera trempé et là vous êtes le premier à le découvrir, vous n'avez aucun indice sur le pilote de devant, vous ne savez pas s'il freine plus tôt, vous ne savez pas s'il tire tout droit, vous ne savez pas s'il part à la faute ou quoi que ce soit. C'est vous le premier pilote qui découvrez la piste et alors c'est beaucoup plus compliqué parce que vous n'avez aucun repère visuel. À chaque fois que vous posez vos roues, eh bien c'est une nouvelle surface, c'est un nouveau grip, vous n'avez pas connu cette surface avant et donc il faut s'adapter très très vite et être capable d'adapter tous ces mouvements. Et qui de mieux, qui de plus fort dans ce domaine que Marc Marquez qui a pris la tête sur Francesco Bagnaia à la fin de ces conditions compliquées. Mais je ne trouve pas que ce soit le plus impressionnant, cette remontada, ces dépassements sous la pluie, cette gestion des pneus slick avec une piste un peu humide. Moi, le plus impressionnant, je trouve que c'est le rythme qu'il a imposé après. Énorme record du tour pour Marc Marquez pendant une course. Il a pulvérisé Bagnaia sur la fin de la course. Alors oui, Bagnaia n'avait pas grand-chose à aller chercher. C'était compliqué de doubler à Misano. On l'a vu déjà pour la course sprint. Il avait galéré avec Jorge Martin. Et là, est-ce qu'il avait besoin d'aller chercher Marc Marquez? Je ne sais pas, je ne pense pas. Il n'a vraiment pas pris beaucoup de risques. Mais en tout cas, quelle course encore une fois de Marc Marquez. Voilà, j'en parle parce que là, c'est quand même très très fort ce qu'il vient de nous faire. Deuxième victoire consécutive en plus cette saison. C'était pas arrivé depuis 2021 que Marquez fasse un back-to-back. Donc, exceptionnel. Dites-moi ce que vous avez pensé du week-end de Marquez parce qu'il est vraiment très, très bon, très, très fort. Et il revient à seulement 50 points au championnat du monde pilote. Donc, attention, pourquoi pas jeter un œil là-dessus, pourquoi pas garder un œil, même si pour moi, il ne va pas le gagner. Mais bon, on n'est jamais à l'abri. Allez hop, très rapidement, Moto 2, Moto 3 et en Moto 3, quel spectacle, quel spectacle. Je ne parlerai sans doute que d'un seul pilote, Angel Piqueras. Angel Piqueras qui encore une fois, très bon rookie, on l'avait vu, bonne séance, tout ça, mais je me disais, ça me paraît complexe. Mais quand j'ai vu le début de la course, je me suis dit, ça me paraît faisable. Et quand je me suis rappelé qu'il avait 2 longues laps, ça me reparaît complexe. Mais quand à 4 tours de la fin, il revient dans le top 5, ça me paraît faisable. Victoire d'Angel Piqueras avec 2 longues laps en rattrapant 4 ou je sais plus à un moment, je crois qu'il était à 6 secondes de retard. Attention, peut-être je dis une bêtise, mais il était à 6 secondes du leader. Il rattrape 6 secondes en faisant des dépassements. À un moment, il était 17e. Au moment où il fait son long lap, enfin son deuxième long lap, il repart de la 17e position. Plus de 6 secondes, des 16 dépassements, une victoire pour Angel Piqueras, sa première en championnat du monde moto. Franchement, alors on l'avait dit, championnat espagnol, le championnat de la Red Bull Rookies Cup, il avait tout gagné, il avait tout pulvérisé, il devait venir en Moto 3 en tant que, pas favori, mais en tant que très bon pilote, très bon candidat. Début un petit peu compliqué, c'était le temps de s'adapter à la moto, le temps de s'adapter à la compétition. Et là, Angel Piqueras, qui déjà découvre la moitié des circuits, enfin 80% des circuits, il les découvre. Mais là, cette fois-ci, sur un circuit qu'il connaissait, quelle performance, quelle prouesse, magnifique, Angel Piqueras, quelle victoire. Et encore un David Alonso qui se fait un peu avoir en fin de course. Bon, il se fait bousculer, il se fait vraiment bousculer pour le coup. Mais encore une fois, il se fait un peu avoir en fin de course. Alors, au niveau du championnat, pas de panique, il est largement en tête, mais il se fait avoir encore une fois en fin de course. Concernant la Moto 2, pas grand chose à dire car on a eu une course très calme pour le coup. Celestino Vietti qui part à la faute, j'étais dégoûté, abattu tout simplement. Mais bon, quelle victoire et quelle remontée aussi de Sergio Garcia qui, je vous le rappelle, n'est pas forcément très en forme en ce moment. Quelle victoire de Ayogura qui vient prendre la tête du championnat du monde Moto 2. Et là, on se rend compte qu'on a vraiment 2 pilotes qui dominent parce que derrière, entre Aldeguer, Lopez, Canet, Arbolino. Alors Arbolino, faut en parler aussi, très bonne course de Tony Arbolino, mais c'est un peu plus compliqué derrière. Ogura et Garcia sont vraiment un cran au-dessus depuis le début de la saison. Mais attention, tout de même, Tony Arbolino, la fin de saison que j'ai l'impression qu'il va nous faire, ça peut être assez exceptionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Théo. Ciao, ciao, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce week-end. Et je suis pressé de lire ça et pressé d'avoir l'annonce de qui rejoindra Miguel Oliveira chez Yamaha Pramac. Faites-moi votre petit pronostic aussi là aussi.